Merci beaucoup, Tristan, pour cette introduction. Merci de m'avoir invité, aux organisateurs du séminaire. Merci d'être là, en ligne et en présentiel. C'est un grand plaisir d'enfin avoir l'opportunité de visiter Paris-Nord. Enfin, on a dû déplacer 3 fois mon séjour ici, donc finalement, ça a marché. Et puis, c'est vraiment un grand plaisir. J'espère que c'est le début de collaboration plus approfondie sur ces sujets qui nous intéressent. Donc, j'ai décidé de parler en français parce que je trouve que c'est toujours un peu bizarre de présenter en anglais quand on est en France. Mais le problème, c'est qu'il y aura sans doute des fautes de grammaire dans mes slides, mais aussi parce que mon PowerPoint, il ajuste automatiquement, évidemment. Et puis aussi, je fais des fois des traductions littérales de concepts anglais en français et je ne suis pas toujours sûr que c'est les bons concepts. Donc, vous me dites si je me trompe sur des choses comme ça. Donc, Tristan a suggéré que je parle de 3 papiers, en gros. 2 qui sont déjà finis et 1 qui est en cours. Et ce dernier, j'espère que vous n'allez pas rester trop sur votre faim parce que c'est vraiment un truc on est en train de travailler sur les données, en train de trouver nos résultats et je n'ai pas vraiment encore des conclusions très, très fermes. Donc, ça peut être intéressant aussi. Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez, mais voilà, enfin, ne vous attendez pas à des réponses aux grandes questions que je vais évoquer peut-être pendant la présentation. Donc, en gros, j'étais très content que tu me proposes ces 3 papiers parce qu'en fait, dans un sens, ils représentent bien ce qu'on essaie de faire à l'Institut Institute for International Management, dont je suis le directeur en ce moment, à Loughborough University London. Donc, Loughborough University London, c'est le campus londonien de l'Université de Loughborough. Loughborough, c'est une petite ville dans les East Midlands de l'Angleterre, donc entre Leicester et Nottingham, qui ont décidé d'ouvrir un campus à Londres pour augmenter leur réputation internationale. C'est une très bonne université au niveau national, mais elle est très peu connue à l'extérieur, notamment parce que les gens ne savent pas comment prononcer ce nom. Donc, ils ont ouvert ce campus et ils nous ont engagé, moi et mon boss, qui est maintenant notre doyen, de monter un nouveau institut sur la gestion internationale. Et l'idée, c'était justement ça. On a essayé de faire ça à notre université précédente. On était au King's College à Londres, de reconceptualiser dans un sens l'étude des marchés émergents, comme on les appelle souvent, notamment en gestion. Et il y a plein de choses avec cette étude des marchés émergents qui nous dérangeaient dans le domaine de international business. Et on a donc essayé de monter un programme de recherche qui, de manière critique, réévalue comment on étudie ces pays-là. C'est aussi la raison pour laquelle, dans mon sous-titre là, j'ai mis « pays à industrialisation tardive ». Je ne sais pas si c'est un bon terme, je trouve qu'il est meilleur que marché émergent, mais dans un sens, ça fait déjà partie de notre projet de repenser comment on étudie les pays en voie de développement, peut-être, je ne sais pas. Pour l'instant, j'utilise en anglais le terme pays à industrialisation tardive qui me paraît assez neutre en termes comment dire, de présumption sous-jacente. Donc, pour le plan de la présentation, donc je vais commencer en parlant d'un concept qui est absolument dominant dans mon domaine. Donc là, je parle plutôt avec ma casquette de gestion internationale. Dans ce domaine, international business, les institutional voids, ce que je traduis par vide institutionnel, sont un concept dominant. Donc, je vais vite parler d'un papier que j'ai écrit sur ce concept-là et vous expliquer pourquoi je trouve c'est hautement problématique et pourquoi il faudrait dépasser ce genre de raisonnement ou ce genre d'études sur les pays en industrialisation tardive. Et puis, deuxièmement, j'aimerais parler d'un autre papier brièvement et ensuite d'une étude actuelle sur le capitalisme comparé dans les pays à industrialisation tardive où on essaie de contribuer aux dernières tendances dans ce domaine. Donc, j'espère. Donc, la deuxième partie sera un peu plus dans le domaine de économie politique
comparer la première partie, un peu plus sur la gestion internationale. Donc, pour commencer, du coup, maintenant, je n'ai pas les... Bon, c'est pas grave. Vous avez tout le texte, alors du coup, alors normalement, j'ai pas encore point, mais bon, je pense, j'espère que ça ne vous dérange pas. Donc, on a vraiment vu en international business une attention toujours plus grande être payée à ces pays qu'on appelle les emerging markets. Souvent, on parlait des BRICS, Brésil, Russie, l'Inde et la Chine. Mais de plus en plus aussi, on parlait des MINTS, le Mexique, l'Indonésie, le Nigeria et la Turquie. Et puis, il y a toujours un peu des modes comme ça qui ont amené des chercheurs en gestion à s'intéresser à ces pays. Et de cet intérêt qui a plus ou moins commencé pendant les années 90, fin des années 90, dans mon domaine en tout cas, est né justement ce concept de vide institutionnel que je trouve hautement problématique, car c'est vraiment, ça illustre bien comment les chercheurs dans les pays du Nord projettent une vision du Nord, une vision de l'Ouest sur des pays qui ne sont pas forcément compréhensible avec cette optique-là. Donc, j'utilise cette citation de Canan Pellepou à chaque fois que j'enseigne sur le concept de institutional voices aussi. C'est d'un livre qui s'appelle Winning in Emerging Markets, qui date de 2010. C'est une espèce de vulgarisation de la recherche scientifiques qui, par ailleurs, sont très bien, mais pas sans problème. Donc, eux, ils définissent le vide institutionnel comme l'absence dans les marchés émergents de choses que nous prenons pour acquis dans notre backyard à Boston. Arrière-cour, c'est ça, ouais, merci. Donc, moi, j'aurais dû traduire la citation. Mais bon, vous comprenez l'anglais, je suis sûr. Donc, mais cette définition m'a toujours frappé. Elle est tellement ouvertement ethnocentrique que ça montre déjà tout le problème avec le concept, n'est-ce pas? On s'intéresse à d'autres pays et puis on s'attend à ce qu'on va trouver dans ces pays ce que nous, on prend pour acquis, pour normal. Et avec cette optique, institutional void, c'est devenu un concept, et c'est pour ça que j'ai un peu des données ici, un concept dominant dans cette littérature qui s'intéresse aux pays à industrialisation tardive. Donc, le premier article de Canan Pellepou date de 1999 dans la revue American Academy of Management Journal. Un article sur les business groups en Amérique latine. Et depuis, le nombre de fois qu'on trouve ce concept dans des revues de très renommées a augmenté jusqu'à quasiment 40 articles par année, 4 ans en arrière, quand on a fait cette recherche. Donc, c'est vraiment devenu dominant. Et le problème, évidemment, vous le voyez tout de suite sur cette carte, ce problème de l'ethnocentrisme. Vous voyez que, donc, ce que la carte montre, c'est que plus le pays est foncé, plus il y a d'articles qui mentionnent ce pays comme ayant ou étant un vide institutionnel. Donc, la Chine est le pays le plus cité. Évidemment, ça ne veut pas dire que, selon les auteurs, c'est le pire pays en termes d'institution, ça veut dire que c'est le pays le plus étudié dans cette littérature, mais quand même, ça vous montre à quel point, ce que je trouve intéressant avec la carte, c'est pas seulement que l'Allemagne est un des pays qui est souvent cité comme ayant des vides institutionnels, mais ce qui est intéressant, c'est que les seuls pays qui n'apparaissent pas dans cette catégorie, c'est soit des pays qui ne sont pas étudiés, comme l'Asie centrale. Donc, à nouveau, on parle de la littérature en management publiée dans les meilleures revues. Donc, ça ne s'applique pas forcément aux development studies et des choses comme ça. Donc, des pays qui sont peu étudiés ou alors les pays anglo-saxons. Donc, l'Australie, Grande-Bretagne, Canada et les États-Unis, c'est en fait les seuls pays qui sont
beaucoup étudiés, mais qui n'apparaissent pas. Donc, ça vous illustre une fois de plus à quel point le concept ethnocentrique, enfin, c'est vraiment la vision anglo-saxonne de la normalité. Donc, mais justement, comme ce graphe vous montre, c'est vraiment un concept absolument dominant dans la littérature qui parle de ces pays en management international. Donc, ce qu'on a essayé de faire dans cet article avec deux collègues de Concordia, Joel Botelho et Robert Nason, c'était justement d'essayer de dépasser la réflexion sur les pays à industrialisation tardive en revisitant ce concept d'institutional voids. Et puis, en gros, ce qu'on propose, c'est pas moins qu'une rupture épistémologique qui consisterait à vraiment prendre les contextes locaux plus au sérieux. Et ce que ça implique, par exemple, c'est d'utiliser plus d'approches anthropologiques pour étudier l'activité des multinationales dans ces pays, par exemple. Et il y a évidemment des gens qui font déjà ce genre de travaux. Johanna Mayer, à Hertie, par exemple, elle est plus en entrepreneurship, mais elle fait ce genre d'études un peu. Mais il faut clairement plus, notamment dans le domaine de international management. On a aussi suggéré qu'une des manières de faire, d'étudier mieux ces pays, c'est vraiment aussi basé sur une approche anthropologique, de vraiment créer de nouveaux concepts bottom-up plutôt que d'essayer d'appliquer ce qu'on utilise dans les pays du Nord en adaptant aux pays du Global South, du Sud. On rejette, parce que dans ce papier qui a paru dans Organization Studies il y a 2 ans en arrière maintenant, une des critiques qu'on fait de ce concept, c'est le institutional void, c'est aussi que le concept peut avoir un sens si on l'utilise de manière responsable et limitée pour désigner, par exemple, vraiment l'absence d'une loi spécifique, d'une institution spécifique qui, dans un certain contexte, pourrait être considérée comme normale. Si on fait ça, c'est OK, je pense que ça peut être relativement utile, mais le problème vient quand on commence à élargir le concept, l'étirer pour l'appliquer dans des contextes où il n'a rien à voir. Mais en même temps, appliquer des concepts qui ont été utiles dans d'autres contextes, dans des nouveaux contextes, ce n'est pas un problème en soi, mais il faut le faire de manière responsable. Donc ça, c'est un peu la conclusion de ce papier-là. Donc, je m'arrête peut-être juste pour, si vous avez des questions à ce niveau-là, parce que ça conclut un peu la première partie de ma présentation. Non, juste, je pense qu'on peut. Je continue. Ouais, juste. Quelques exemples de l'institutional void qu'on peut faire dans ces papiers. Ouais, excellente question. Donc, par exemple, donc ça c'est encore une autre critique, mais Kannan Palepou, initialement, il parle de choses comme absence de règles sur les faillites, par exemple. Donc, il y a un pays qui a adopté un droit des sociétés anonymes, mais il manque des trucs, des dispositions qu'on trouve en général dans ces législations dans d'autres pays. Donc, absence de règles sur les faillites, absence de règles sur les reprises inamicales et des choses comme ça. Sauf qu'après, ils élargissent là aussi le concept et à un moment donné, dans leur livre de 2010, ils parlent de l'absence de, comment on appelle ça, cold chain networks, donc les réseaux de distribution pour les aliments congelés, par exemple. Donc, enfin, c'est même plus une institution, mais l'absence de ça, ils considèrent aussi comme un institutional void. Donc, ils élargissent la définition de l'institution à un point où ça perd tout son sens. Donc, ça, c'est aussi une des critiques qu'on fait dans le papier. J'ai une petite question aussi. Juste par curiosité, parce que vous avez dit du coup que le concept de institutional void, il est concentrique quand même de fait,
mais que dans certains cas, lorsque le périmètre est bien circonscrit, alors il peut avoir son utilité. Mais du coup, la question que je me pose, c'est comment est-ce que vous délimitez en fait ce périmètre où le concept peut être opérationnel et à partir de quand est-ce qu'on va être dans le centrisme? Ouais, Si vous avez un exemple. Ouais, non, c'est une excellente question. Ouais. D'une certaine manière, c'est peut-être une question empirique. C'est-à-dire que je peux imaginer des questions de recherche qui justifieraient l'utilisation du concept où c'est moins problématique. Disons, par exemple, on peut penser justement, si un pays a vraiment le projet d'établir comment dire, un marché financier, une bourse, et à ce niveau-là, enfin, il peut y avoir une approche de best practice où on va chercher ailleurs, qu'est-ce qui a fonctionné ailleurs, et puis on essaie d'implémenter, de mettre en œuvre cette politique ou cette stratégie dans un autre pays. À ce moment-là, je pense que ce n'est pas abusif de dire ben, ce qui a marché aux États-Unis ne marche pas ici parce qu'il y a un void en termes de, justement, disons, règles sur les reprises américaines. Donc, ce serait un contexte où je vois si le but du gouvernement du pays en question est vraiment d'apprendre des best practices dans notre pays, à ce niveau-là, on peut comparer les législations à dire « Ah, il y a un void là ». Mais bon, il y a aussi d'autres termes qu'on peut utiliser. Et puis, enfin, je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais je pense, au fond, ça dépend toujours du contexte du phénomène qu'on étudie, je crois. Ouais, j'avais une autre... ça va me revenir, parce qu'il y a un autre niveau auquel votre question est intéressante, parce que... mais je l'oublie maintenant. Si ça me revient, Alors, moi aussi j'ai des questions, donc je pense que le mieux, c'est qu'on les garde pour la fin, comme ça on te laisse continuer. Et parce que là, j'ai 2-3 questions aussi maintenant que la discussion s'est engagée. Mais on va les garder pour la fin, sinon on ne va pas du tout avancer. Non, mais c'est juste pour être sûr que c'est assez clair, parce que le problème, c'est aussi, je ne connais pas forcément vos intérêts et donc je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec cette littérature dont je viens de parler. C'est comme parce que souvent je présente ça, une fois j'ai présenté ce papier sur les institutional voids et la personne elle m'a juste regardé, une personne dans le public m'a juste regardé, elle est là, mais c'est évident. Ce qui est une évidence pour certaines personnes dans certains domaines, ce n'est pas forcément le cas dans le domaine auquel je m'adresse ici. Bon, donc il me reste quoi 30 minutes, un peu moins, 25. Ouais. Vas-y, on va commencer la discussion. Je récupère un peu. OK, alors, ensuite, une autre manière dont ces pays à industrialisation tardive ont été étudiés, c'est avec cette approche de capitalisme comparé. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous êtes familier avec Varieties of Capitalism? Oui, d'accord, donc c'est la bonne audience. donc, avec cette approche, évidemment, a été très, très tôt critiquée pour le fait qu'elle aussi, dans un sens, est ethnocentrique, dans le sens où elle s'applique bien aux États-Unis et à l'Allemagne, peut-être au Japon, mais seulement pendant les années 80 et encore. Donc, il y a eu toutes ces critiques dès le départ et une réalisation que, en fait, si on veut étudier les pays à industrialisation tardive, eh ben, l'approche n'est pas très utile. Et il y a en tout cas 3 raisons pour ça. Il y a une, c'est que Varieties of Capitalism oublie complètement la dimension de l'État, autre que comme régulateur. Donc, l'État comme acteur économique n'existe pas dans cette approche, en tout cas pas dans la formulation initiale de Olensowskis. Ensuite, il y a le côté, justement, la dimension de la qualité des institutions, et ça ramène la discussion d'avant des vides institutionnels, parce que souvent dans des pays du Sud, si on peut utiliser cette expression, ce n'est pas seulement le fait que les institutions ne sont pas là, qu'il y a des gaps, mais c'est aussi que quand il y a des institutions, leur mise en œuvre, par exemple, n'est pas toujours donnée, leur application n'est pas toujours
certaines. Donc, il y a aussi cette dimension-là qui, Varieties of Capitalism, part de l'idée que quand il y a des institutions, elles sont mises en œuvre de manière pas parfaite, mais sans grand problème. Donc, il y a une espèce de, une espèce de, comment dire, je permets mon... je ne sais même pas en fait. Bon, l'écart entre l'existence de l'institution, voilà, exactement. Donc, c'est cet écart, voilà, écart, je pense. Il y a une présomption que cet écart n'existe pas. Donc, ça, c'est très problématique déjà dans les pays du Nord, mais c'est encore pire, évidemment, quand on parle de pays à industrialisation tardive. Ensuite, il y a un troisième problème qui est que la dimension internationale a très largement été oubliée dans Roland Soskice, en tout cas. C'est une espèce de méthodologie nationaliste. Certaines personnes ont critiqué pour ça. C'est-à-dire que ça regarde pays par pays et pas tellement les liens entre les pays, ce qui est hautement problématique dans les pays du Nord, mais dans les pays à industrialisation tardive, c'est encore pire parce qu'on sait depuis les théories de la dépendance et tout ça, leur position dans l'économie mondiale est absolument déterminante pour plein de phénomènes économiques au niveau domestique. Donc, ces trois choses ont été reconnues très tôt et les critiques, ils ont commencé à élargir un peu ces varieties of capitalism en essayant de trouver d'autres manières de conceptualiser certaines parties du globe en termes des variétés du capitalisme, mais en allant au-delà de la distinction initiale entre les marchés libéraux et les marchés coordonnés. Ici, par exemple, Andreas Noelke et Fliegenthart, ils ont étudié les pays post-socialistes en Europe de l'Est, centre-Est, donc les Visegrad, les pays du Visegrad, et ils ont inventé cette notion de dependent market economy, donc les économies qui dépendent notamment des investissements directs de l'étranger. Donc ça, c'est déjà reconnaître un peu la dimension internationale plus, même si ça reste une approche nationale au système de production, si vous voulez. Et un autre, Ben Ross-Schneider, en 2009, un papier très souvent cité sur l'Amérique latine, qui trouve ces structures hiérarchiques au sein des entreprises qui donnent un contrôle hiérarchique sur l'économie à travers des grandes entreprises familiales. Donc, ça, hierarchical market economy, c'était une autre extension de ce paradigme à ce pays. Donc, ça, c'était les critiques. Je pourrais en mentionner plein. Ouais. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que les gens, les chercheurs, ils ont commencé à s'intéresser un peu plus à des méthodes qui permettent plutôt que d'avoir une approche cas par cas ou région par région, qui est plus inductive et qui essaie de trouver des structures ou des modèles de capitalisme basés sur une approche inductive du genre analyse des grappes, cluster analysis. Par exemple, ici, vous avez les résultats de Michael Witt et collègues dans la Socioeconomic Review qui ont analysé 61 pays à travers le monde, donc y compris des pays à industrialisation tardive et des pays avancés, si vous voulez, et qui ont trouvé ces clusters-là. Je ne vais pas dire grand-chose sur ça, évidemment. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure quand je parlerai d'une autre analyse. Et puis, plus récemment encore, ou même année en fait, Staff Feinschmidt et collègues, ils sont intéressés vraiment aux pays qu'ils appellent sous-étudiés, donc surtout des pays en voie de développement, des pays à industrialisation tardive. Et ils ont élargi aussi le type de variables qui sont inclus dans l'analyse par grappe, notamment en rajoutant justement l'état, le type d'état comme une variable aussi, ainsi que
une dimension d'institution informelle qui capture, eux, avec cette notion de capital social et un concept qui s'appelle Generalized Trust, évidemment que vous connaissez tous, j'imagine, qu'ils ont rajouté pour justement un peu dépasser les limites de la formulation initiale de variété du capitalisme. Donc ça, c'est aussi quelque chose, je vais revenir à ça tout à l'heure, mais c'est un peu les approches, comment dire, contrairement à ces approches un peu régionales, celles-ci, elles ont moins de présupposés théoriques, mais elles regardent juste les données et puis regardent ce qui en sort. Bon. On peut discuter après de l'utilité de ces approches parce que c'est la même approche que l'on adopte. Mais avant de venir à notre analyse, j'aimerais juste attirer votre attention sur un autre débat qui a émergé il n'y a pas très longtemps. Pour compléter la variété du capitalisme, ce qui s'est passé récemment, c'est qu'il y a eu une critique par des chercheurs comme Lucio Baccaro et Jonas Pontusson, qui ont commencé à parler des growth models, donc des modèles de croissance, en arguant que, au fond, variété du capitalisme, c'est purement focalisé sur le supply side, donc le côté offre de l'économie, dans le sens où ce à quoi s'intéresse la variété du capitalisme, c'est comment les institutions produisent des capacités, des ressources que les entreprises ensuite peuvent utiliser pour développer une stratégie compétitive. Donc, ça s'intéresse vraiment à quelles sont les conditions de production pour les entreprises et comment ça explique des différences en termes de stratégie et en termes de succès à travers des pays, dans un sens. Donc, Baccaro et Pontusson, ils disent c'est tout faux. Il faut refocaliser l'attention, non pas sur l'offre, mais sur la demande. Donc, ce qui est important, c'est non pas comment les entreprises produisent, quelles sont les conditions institutionnelles dans lesquelles elles produisent. Ce qui importe, c'est qui va acheter les produits et les services. Donc, c'est une perspective de demande agrégée, donc une perspective post-keynesienne dans ce sens-là. Donc, ça date d'il y a 5 ans en arrière. Ça a eu un impact incroyable et ça a eu ensuite une répercussion sur les débats dans les variétés du capitalisme. Donc là, je réfère à notre introduction pour un special section dans New Political Economy qui justement a regroupé 3 papiers qui essaient de faire le lien entre les variétés du capitalisme et les growth models et combiner les deux pour mieux étudier les pays à voie à industrialisation tardive. Donc, ça, c'est un changement très intéressant. Ce qui est un peu, surtout pour un public français, ce qui est un peu étonnant, c'est que j'ai mis nouvelle entre parenthèses, parce qu'en fait, ce n'est pas très nouveau, toute cette idée. C'est justement ceux qui sont familiers avec l'école de la régulation. En fait, c'est une réinvention de l'école de la régulation et je pense que Bruno Amable il est assez agacé par l'intérêt que cette Growth Models Perspective a connu et aussi des critiques des post-Keynesians comme Eckert Hein et tout ça, très violentes à l'égard de Pontusson et Baccaro en termes de, ils ont un peu mal compris la base en fait du post-Keynesianisme et tout ça. Donc, mais néanmoins, ça a quand même amené à une réflexion sur voilà, qu'est-ce qui est important dans les systèmes institutionnels nationaux et ça a rajouté une perspective demande à la perspective offre qui je trouve c'est assez intéressant et assez justifié. Donc, ensuite, si on veut vraiment combiner ces deux approches, VOC et GMP, est-ce qu'on arrive à avoir le meilleur des deux mondes? Dans un sens, il y a vraiment du potentiel, je pense, parce que non seulement ça nous permet de réfléchir à des facteurs macroéconomiques plus importants, comme justement la demande agrégée, mais aussi il y a
la Growth Models Perspective est un peu plus sensible à l'insertion internationale des économies dans l'économie mondiale, qui, à nouveau, dans le VOC, était complètement absent au début. Donc, là, je cite la table que vous voyez, ça vient de chez Delic et collègues, qui, justement, ont des papiers publiés dans notre Special Section, et qui, en fait, ont été un peu le plus explicites en termes de réfléchir à comment les growth models sont insérés dans l'économie mondiale. Donc, ce qu'ils ont fait dans ce papier, c'est d'avoir ce 2x2 où ils parlent d'économie ouverte et économie protégée, et ils parlent de complémentarité positive et complémentarité négative en termes des institutions nationales. Donc, c'est les deux dimensions. Là, c'est le national, le domestique, et là, c'est l'international, l'économie mondiale. Et après, ils groupent ces modèles qu'on connaît, donc Dependent Market Economy, Hierarchical Market Economy, State Penetrated Market Economy, PME, Patrimonial Market Economy, en fonction de ça. Donc, ils disent, en gros, les pays comme la République tchèque sont à la fois ouverts sur l'international, sur l'économie mondiale, et ont des complémentarités positives, donc ils produisent des résultats positifs pour l'économie du pays. Alors que la Chine reste protégée, mais a aussi des complémentarités positives. Donc, c'est un système qui fonctionne, en gros, je crois. Donc, voilà. Alors que le Mexique, c'est ouvert, mais ça ne fonctionne pas. Donc, c'est des complémentarités négatives. Donc, je vous dis tout ça parce que c'est un peu ça qui nous a motivé de commencer à bosser sur le papier dont je vais parler pour les dernières 10 minutes que j'ai, je crois, parce qu'il nous semble que ça va dans la bonne direction, mais c'est très limité en termes de comprendre ces pays en voie de développement ou industrialisation tardive, de les juste mettre dans une table 2 par 2. Donc, ce que nous, on va faire, c'est aussi une analyse par grappe, donc une cluster analysis. On a des données pour 56 économies à industrialisation tardive, et on a une base de données qui, pour l'instant, comprend 26 variables qu'on a choisies en fonction justement des sphères institutionnelles du Varieties of Capitalism, donc qui sont la sphère financière, le marché du travail, l'éducation, et ainsi de suite. Et on a rajouté d'autres qu'on a trouvées justement dans Feinschmidt et Witt et al. Et puis donc, je ne veux pas vous ennuyer avec ça, mais ça c'est un peu les données, les variables qu'on a. Donc, qu'on a partagées en institution nationale et puis position économique mondiale. Et je n'ai pas réussi à mettre ça dans une table, mais ça c'est aussi institution nationale, mais qui ne sont pas dans Varieties of Capitalism, parce que justement ça fait référence à des traits informels de ces économies. Donc, c'est un peu ça la base de données. Si vous voulez, je peux en dire plus, mais je pense enfin, on a vraiment des indicateurs standards de prise, l'OCDE, Banque mondiale, FMI, et ainsi de suite. Donc, c'est rien de très étonnant ou de surprenant. C'est juste enfin, voilà, ce qu'on a réussi à trouver. Donc, basé sur ces données, on a commencé, donc ce qu'on est en train de faire en gros, c'est, donc à la fin on essaie de reproduire un peu ce que d'autres ont fait, donc Michael Witt et collègues par exemple, en focalisant sur purement la dimension domestique. Donc là, on a fait un modèle où on a inclus 9 variables, c'est un peu déplacé là, mais ça comprend justement des variables un peu de toutes les sphères institutionnelles, donc pour mesurer la scolarisation moyenne, par exemple, comme mesure du niveau
de connaissances dans le marché du travail, donc aussi ce qui permet évidemment la spécialisation dans des activités à valeur ajoutée plus élevée. On a regardé la part d'apprentissage. On a aussi une mesure pour le niveau de protection de l'emploi, donc à quel point le marché est libéralisé ou plutôt protégé, le marché du travail, je vais redire. On a des mesures pour le rôle du gouvernement, donc de l'État, donc le niveau d'imposition dans ce modèle que je vais vous présenter dans une seconde. Pour le système financier, on a les prêts domestiques au secteur privé. On a une mesure pour la protection des actionnaires minoritaires qui reflète la protection des employés, donc dans cette dynamique de libéralisation contre coordination, si vous voulez. Et puis, on a une mesure pour le FDI qui rentre dans le pays, donc inwards FDI. La raison pour ça, vous allez me dire que ça, ce n'est pas domestique, ce qui est vrai, évidemment. Ça rajoute une dimension internationale, mais c'est une source de financement ou de technologie, transfert de technologies qui est important dans beaucoup de pays. Donc, ça a aussi un rôle domestique, évidemment, aussi dans la perspective de Nolte et Friedenauer. Et puis, on a ces deux. Donc, ça, c'est là que ça va au-delà des études de Holland-Soskis, dans le sens où on rajoute deux mesures pour l'informalité, au niveau de l'informalité. Donc, et ça nous donne ces clusters-là. J'espère que c'est assez grand pour que vous puissiez voir. Ce qui est déjà intéressant à noter, et c'est là que je suis désolé de ne pas pouvoir vous présenter vraiment des résultats finaux, parce que, en fait, l'interprétation des clusters est évidemment le plus important dans ce genre d'analyse. Et puis, c'est là qu'on n'a pas encore fait énormément de progrès. Ce qui est encourageant, c'est qu'on voit vraiment tous les pays de l'Est, de l'Europe de l'Est, anciennement socialistes, qui finissent dans le même cluster. Et ça, ça me rend quand même relativement confiant qu'il y a quelque chose qui se passe avec l'algorithme qui marche. Ensuite, on a des groupes de pays très, très disparates, si vous voulez. Donc, le premier, il comprend l'Inde, le Brésil, le Mexique, la Turquie, la Chine, l'Argentine, l'Égypte, et des pays qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Et même chose pour le cluster 2. Après, on a un peu des choses qui se regroupent en termes de régions. Donc, l'Asie du Sud-Est, par exemple, deux pays qui sont dans le même cluster. Et puis, quelques pays africains dans le quatrième. Et puis, des petits pays ici, de trois continents différents, si vous voulez, mais qui se regroupent aussi. Donc, c'est déjà assez intéressant ce qui se passe ici. Dans un sens, on a une logique un peu de région. La région post-socialiste européenne, elle est vraiment regroupée, mais après, on a aussi des choses très disparates, si vous voulez. Mais dans un sens, ça a un sens, évidemment. Pour l'instant, ce cluster-là, on l'appelle pour l'instant pays très ouverts. Donc, ça, c'est vraiment Israël, Chili et Estonie sont des pays plutôt libéraux. Chili avec son histoire, évidemment, de Pinochet, Neoliberal Revolution et tout ça. Israël et l'Estonie aussi sont des pays plutôt libéraux et plutôt ouverts parce qu'ils sont très petits, relativement petits, je dois dire. Et puis, justement, après, on commence à regarder ces cluster plots, c'est là que ça commence à devenir problématique. Peut-être que je peux agrandir un peu. Donc, si vous prenez variable par variable et groupe par groupe, on voit quand même des choses qu'on peut dire, par exemple, sur la différence en termes d'éducation, par exemple, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les pays dans le groupe 5 et 6 ont des systèmes d'éducation bien plus développés, si vous voulez, que les pays dans le cluster 4, ce qui sans doute contribue à leur distinction, et après un niveau moyen dans les trois premiers.
Voilà. Et puis, donc, c'est un peu là, pour être honnête avec vous, où on s'est arrêté pour le moment. On est en train d'analyser et d'essayer de comprendre ce qui se passe en termes de clustering au niveau national déjà. Mais je veux dire, il y a clairement des variables, il n'y a pas énormément de différence entre les clusters, comme le niveau de taxe d'imposition, alors que d'autres, il y a énormément de différences. Donc là, c'est les mesures des institutions informelles, si vous voulez, ou du côté informel de l'économie. Ça, c'est le Corruption Perception Index, qui est très connu. Et ça, c'est un index pour le niveau des pots de vin qui sont payés dans le pays. Et là, vous pouvez quand même voir qu'il y a des différences assez importantes entre les clusters. Donc, voilà, ça c'est pour le niveau domestique. Et puis, le niveau qui nous intéresse le plus, parce que ça, les gens ont fait déjà avant, hein, c'est rien de nouveau vraiment. Là où on veut vraiment faire une contribution, c'est là. C'est justement en disant que ce que Shedelic & Collex ont fait est très bien, mais c'est trop limité. Il y a plein de questions qui restent pas sans réponse dans ce papier. C'est-à-dire que comment on définit ouvert et protégé, hein? Est-ce qu'on parle de barrières tarifaires? Est-ce qu'on parle de contrôle de capital? Ou est-ce qu'on parle aussi, par exemple, des règles d'immigration et d'émigration? Il y a aussi des questions à se poser sur non seulement à quel point un pays est ouvert, mais aussi ouvert à quoi? Donc, est-ce que c'est un pays qui est ouvert au commerce ou est-ce que c'est un pays qui est ouvert à l'immigration? Il y a aussi des questions à se poser sur, et ça c'est un autre pays de notre special section par Matt Allen et collègues qui ont un papier très intéressant sur les panneaux solaires en Chine et en Inde, donc l'industrie des panneaux solaires dans les deux pays. Et une de leurs hypothèses qu'ils évoquent, c'est que est-ce que c'est possible que l'Inde n'a pas de succès parce que la Chine a du succès? C'est-à-dire, évidemment, il y a une logique de compétition internationale et ce genre de composability, compossibilité de succès dans deux pays n'a pas vraiment été adressé dans la littérature sur les variétés du capitalisme. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas vraiment quelque chose que nous, on regarde. Donc, ça, c'est la question de comment on définit les complémentarités institutionnelles positives et négatives. C'est une autre limitation du papier de Shedelic et collègues. Enfin, juste pour vous dire, ça, c'est un peu notre grande contribution, selon nous, c'est qu'on essaye vraiment de se focaliser sur l'insertion de ces pays dans l'économie mondiale en développant une conception plus multidimensionnelle des liens internationaux économiques et autres. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a en tout cas 3 manières dont les pays sont liés à d'autres pays. C'est commerce international, donc export et importation de biens et de services. Deuxièmement, les flux financiers, autant au niveau de financement long terme, en termes de foreign direct investment, et de flux financiers plus à court terme, portfolio investment et des choses comme ça. Donc, capital. Et troisièmement, évidemment, ce qui est le plus négligé dans cette littérature, selon moi, c'est la main-d'œuvre. Donc, comment les travailleurs bougent entre les pays. Donc, la migration, pour nous, c'est un aspect important. Donc, la question à laquelle on veut répondre ici, c'est vraiment qu'est-ce qu'on voit de manière inductive quand on met ces variables dans une cluster analysis, une analyse par grappe, et est-ce qu'on arrive à distinguer d'autres patterns de ce qu'on voit en faisant le même exercice pour le côté domestique. Donc ça, c'est les variables qu'on a, importation, exportation, biens de service, un index de la complexité économique qui répond à la question non seulement de combien ouvert, mais aussi comment ouvert. Donc, est-ce qu'ils exportent, importent des produits à haute valeur ajoutée ou à basse valeur ajoutée? Ensuite, on a justement FDI vers l'intérieur, FDI vers l'extérieur, investissement de portefeuille, émigration et immigration. Donc, on fait une analyse comme celle d'avant et c'est ce qu'on trouve ici. Donc, à nouveau, ça, c'est vraiment
fresh off the press, c'est des données, enfin des résultats qu'on a trouvés la semaine dernière en gros, parce qu'on est vraiment en train de travailler sur ce papier. Donc, ce que je trouve intéressant à nouveau dans cette analyse, c'est qu'il semble y avoir des logiques régionales, comme le cluster 6, c'est des pays du Golfe du Moyen-Orient. Il y a des logiques, et ça déjà c'est quelque chose d'intéressant, je trouve, c'est que les pays européens post-socialistes, en fait, se regroupent plus dans un seul groupe, mais sont maintenant divisés, en tout cas dans 2 grands groupes. Et d'ailleurs, certains pays sont complètement dans un autre groupe maintenant. Donc, ça montrerait quand même, ça indiquerait qu'en rajoutant la dimension internationale de manière plus sérieuse, de manière plus poussée, on trouve quand même d'autres résultats que si on fait le même exercice au niveau national. Donc, alors que la Slovénie et la Lituanie ont peut-être plein de choses en commun au niveau des institutions nationales, il semblerait qu'elles sont très différentes, enfin, en tout cas assez différentes au niveau des insertions internationales. Et puis, une chose que vous trouvez aussi, c'est là, on a un énorme cluster qui regroupe plein de pays où ça va être difficile d'expliquer ce que le Sri Lanka a en commun avec le Brésil et le Kenya. Mais il y a aussi des logiques un peu, enfin, tous les pays africains, plus ou moins, sont dans ce cluster-là. Donc, c'est là où on s'est arrêté. On est en train à nouveau de regarder les box plots et essayer de comprendre ce qui se passe. Pour certains clusters, c'est assez évident. Les pays du Moyen-Orient, là, à droite, se distinguent par une grande ouverture en termes, à plusieurs égards, en fait, en termes d'FDI, mais aussi en termes non seulement de inward FDI, donc ce n'est pas seulement des pays qui reçoivent beaucoup d'investissements, mais aussi qui investissent évidemment beaucoup à l'étranger. C'est le plus évident. Après, pour les autres, ça va être plus difficile de vraiment expliquer ce qu'on observe, mais voilà, enfin, c'est les prochaines étapes de notre projet. Juste quelques mots sur l'immigration et l'immigration, et après je finis avec ça. Donc ça, c'est juste le cluster plot sur les 2 dimensions, et c'est quand même assez intéressant, c'est que la plus grande majorité de pays, ils ont un niveau très bas d'immigration et d'émigration. Après, il y a certains pays qui reçoivent beaucoup d'immigrés, d'autres pays, et d'autres qui ont beaucoup d'immigration, mais peu d'immigration. Donc, c'est un peu 3 groupes, si vous voulez, qui à nouveau ont un sens. Évidemment, les pays du Golfe, d'Arabie, justement, reçoivent énormément d'immigration. Et puis, le numéro 3 aussi reçoit pas mal d'immigration. Donc, c'est les pays Israël, Chili, Arabie Saoudite, Oman et Jordanie. Et d'autres qui, évidemment, ont beaucoup d'immigration. Notamment, et ça, c'est intéressant, la différence ici entre 1 et 2, c'est que ces pays post-communistes ont des niveaux d'immigration plus élevés que le premier groupe. Donc, on voit quand même une différence en termes dans ces termes-là. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, les questions qui nous préoccupent maintenant, autres que donner des noms à ces clusters, parce que, enfin, comment décrire ces clusters, et c'est là aussi, enfin, si on avait plus de temps, je pense, les papiers de Feinschmidt et Witt, c'est aussi là où ils ont un peu des problèmes, parce que c'est des labels très, pas problématiques, mais pas très parlants qui donnent à ils parlent de open city state et tout ça. Donc, nous, on va essayer de faire un peu mieux, d'essayer de vraiment réfléchir, basé sur toutes ces variables, qu'est-ce qui se passe vraiment dans ces pays. Et puis, la question qui va nous intéresser, c'est quel est le lien entre les profils nationaux et internationaux des profils de ces pays? Et surtout, est-ce que ces différents groupes, est-ce que ça a un impact sur les résultats économiques en termes d'inégalité, développement, mais aussi
effets sur l'environnement et des choses comme ça. Donc, la question de does it matter? Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Okay. Merci beaucoup, Gérard, pour ta présentation très riche, qui, je pense, va donner lieu à beaucoup de questions, tant sur le plan conceptuel qu'empirique, parce qu'il y a en effet beaucoup à dire, on l'a vu. Et donc, je propose tout de suite de commencer par prendre des questions qu'il y a dans la salle. Et après, on pourra prendre des questions si vous en avez sur le chat. Pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez bien sûr intervenir. Donc déjà, est-ce que quelqu'un ici souhaiterait poser des questions? Merci, Christophe. Merci, Gérard. J'avais une question sur les variables de corruption, parce qu'elles semblaient aller dans des sens opposés, alors que c'est drive et perception de corruption. Voilà, il y a des éléments là-dessus. Ouais. Et sur le choix des variables pour prendre en compte le rôle de l'État, est-ce que vous avez envisagé une sorte de taux de participation de l'État dans l'économie en termes de vraiment de state-owned enterprise ou participation de capital? Pourquoi ça ne figure pas? Ouais. Alors, j'enchaîne là-dessus. Est-ce qu'il y a deux, comme ça on va ramasser un petit peu toutes les questions sur les variables peut-être. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions sur ce thème-là? Oui, j'ai aussi une question sur le choix des pays. En fait, je bien compris que c'était un pays industrialisation tardive. Quand on prend le niveau de PIB, Israël est aussi riche que l'Égypte. Du coup, quelle est vraiment la définition? C'est encore, là encore, j'ai l'impression que définition un peu plus centrée par rapport au modèle de développement américain pour le grand monde, pour le grand 5. Comment est-ce qu'on définit véritablement un pays industrialisé? Et sur les variables, mais pas sur les variables existantes, parce que sur les variables potentielles, intervenir plus tard. Non, mais si tu peux intervenir sur ça aussi maintenant. Donc, oui, en fait, d'un point de vue micro, au niveau de l'entreprise, ça dépend bien sûr de l'existence de cette donnée, de cette donnée liée à ces variables. Normalement, voilà, une chaîne de valeur DIY, donc c'est un des côtés importants aussi les liens entre les entreprises, pas seulement au niveau de FDI, mais aussi au niveau de collaboration, au niveau de l'existence de co-entreprises, de collaboration, de fabrication, de production, pas seulement toujours de points de vue positifs, mais parfois aussi négatifs, parfois aussi des impacts négatifs de certaines collaborations, de dépendance, etc. Donc, et aussi je pense sur l'innovation aussi. Donc, je suis originaire d'un pays de France, donc je connais les dynamiques un peu là-bas, donc l'inexistence de l'innovation, donc au niveau de l'entreprise, au niveau des industries. Donc, ça crée aussi des problèmes, voilà, c'est middle income trap, etc. Donc, et je trouve une des raisons principales, c'est l'inexistence d'un état développementaliste. Donc, le rôle de l'État, alors, au niveau de promotion de l'industrialisation, aujourd'hui, l'innovation, c'est un peu aussi valeur. Rudy, et puis après je vais poser aussi une question sur le même thème.
Moi, j'ai deux questions ici. Enfin, une question peut-être. Est-ce que vous avez envisagé d'intégrer des variables qui auraient plus du coup un aspect géopolitique, par exemple, les dépenses d'armement, le budget militaire on parle du coup de ce genre de choses, qui pourrait ajouter une dimension un petit peu, entre guillemets, la question que je me pose, évidemment, c'est très intéressant de partir d'une approche inductive, mais est-ce qu'on ne vit pas sur des limites lorsqu'on essaye justement d'aplanir en fait les différences qui peuvent exister au sein de la hiérarchie internationale des équipes de puissance? Est-ce qu'on ne risque pas du coup de passer à côté de certaines du coup, spécificités si on n'essaie pas d'intégrer du coup cette logique hiérarchique du système économique international? Du coup, après, le problème, c'est qu'il y a aussi tout un tas comment dire, de variables, on peut dire qualitatives, mais je ne sais pas comment est-ce que vous avez intégré ça dans votre analyse. Mais par exemple, c'est comme, je ne sais pas, la dollarisation en Amérique latine. Il y a des pays qui étaient dollarisés pour que ça se passait bien, et c'est des pays qui avaient des liens du coup d'entente avec les États-Unis, et d'autres pays, à contrario, qui n'étaient pas alignés et pour que ça se passait mal. Donc, comment intégrer ce genre de variables qualitatives? Oui, je vais enchaîner là-dessus aussi, toujours sur ces variables avant de passer sur le fond. J'étais étonné de voir que la finance, c'était juste pris par l'actionnariat. Et il n'y a rien sur le crédit, alors que tu as beaucoup d'indicateurs sur, je ne l'ai pas vu dans ce que tu as montré, sur l'étendue du crédit au sein du pays, ou même dans les relations internationales. Ah oui, donc tu as les prêts domestiques au secteur privé, mais dans les relations internationales, tu as plus que les IDE, tu as aussi les rapports de dette à court terme ou à long terme entre les pays, quoi. Ce qui est un grand facteur aussi d'instabilité financière quand les pays sont endettés à court terme dans les États-Unis. Ça pose des problèmes de crise de taux de change, etc. Donc ça, c'est un point à prendre en compte. Et aussi un autre point, toujours sur cette dimension, mais aussi sur d'autres, c'est sur la régulation, tu vois, par exemple, du marché de l'emploi ou justement du système de crédit ou de la finance en général. Je prends l'index de protection des actionnaires minoritaires, mais ouais, tu sais qu'il y a plein de travaux qui ont développé aussi des indices, tu vois, sur la facilité de faire du crédit aussi, qui est quand même le type de finance externe la plus importante au-delà plus important que l'actionnariat. Ça me semble être un point assez important à prendre en compte. Et ça rejoint aussi les questions sur la prise en compte du rôle de l'État. Comment prendre en compte le rôle de l'État sans l'aplanir, sans en avoir une conception un peu instrumentale, donc de différentes manières, par la définition des institutions qui sont mises en place, par leur application. Donc, leur application, tu prends des indicateurs de bribes, corruption, etc. Mais est-ce que tu ne pourrais pas réintégrer là-dedans tous les indicateurs qui sont critiqués par ailleurs, tu sais, de la law and finance, qui permettent d'avoir des éléments institutionnels quand même sur les différents pays? Je sais que tu as fait des travaux très critiques là-dessus, justement, mais est-ce qu'ils n'apportent pas quand même un élément d'information dans ce domaine? Dernière question sur les variables. Est-ce qu'il y a, on va dire, des dimensions, ces variables, des dimensions qui vraiment sont suivantes entre les pays? Est-ce que là, on a un peu l'impression que toutes les variables sont à plat? Est-ce qu'on peut avoir des méthodes qui permettent vraiment de montrer quelles sont les grandes variables qui permettent de faire des distinctions très claires entre les pays? Est-ce qu'on peut plutôt réduire, on va dire, le nombre de variables avec uniquement les variables qui, elles, sont vraiment les plus importantes? Est-ce qu'on peut les détecter avec ça? Je peux répondre? Oui, moi, je vais oublier. Excellent commentaire et question. Donc, je commence dans l'ordre dont elles ont été posées. C'est ça. Donc, propriété de l'État, en fait, on l'a aussi quelque part, on n'a pas utilisé dans l'analyse que je vous ai montrée, mais on a deux variables sur le gouvernement
Je ne l'ai pas ici, pourquoi? Parce qu'on a, j'ai dû oublier de rajouter, ou alors je n'avais pas de place, je ne me souviens plus, mais on a propriété, donc pourcentage des entreprises qui sont des entreprises publiques, donc ça on a, et on a niveau de propriété étatique du système bancaire, donc dans les banques aussi. Donc ces deux variables, on les a. Maintenant, pourquoi je ne les ai pas intégrées dans cette analyse précise ici? Enfin, je ne sais pas, on a fait énormément de trucs différents et puis voilà, je trouvais que ça c'était la plus parlante. Donc, mais c'est vrai que c'est des aspects importants. Donc, on va essayer de jouer encore un peu plus avec ça. La question sur, que tu as posée sur le corruption et les pots de vin, là, ça m'a aussi frappé. Et il y a plein de choses qui en fait, selon moi, donc là, dans un sens, tu as presque l'impression qu'elles sont corrélées inversement, Corruption Protection Index et bribing. Mais il y a d'autres choses qui sont vraiment intéressantes. On a aussi le Rule of Law Index de Heritage Foundation, qui en fait est corrélé genre à 89 ou 85% avec Corruption Perception Index, alors qu'a priori, le Rule of Law et corruption, enfin, évidemment, on peut voir qu'il y a des liens, mais ça ne devrait pas être corrélé aussi fortement, a priori, si ça mesure d'autres choses. Et ça, c'est un autre... Enfin, voilà. Le problème de la mesure, des mesures qu'on utilise, non? C'est souvent, justement... plus il y a de la qualité dans la rule of law, plus il y a de la corruption, c'est ça? Non, c'est inversement corrélé, si je me rappelle bien, mais c'est que, enfin, il n'y a pas vraiment, a priori, un lien direct entre... Enfin, le rule of law, ça mesure à quel point le système juridique est dans le sens où les lois s'appliquent à tout le monde de la même manière, machin. Mais ça ne devrait pas forcément se traduire aussi nettement dans la... Enfin, du moins. Si c'est deux concepts différents qui mesurent deux choses différentes, c'est étonnant qu'il y ait une corrélation aussi. Donc, il y a plein de points où je me dis, ce qu'on utilise comme indicateur, c'est en soi un peu problématique. Et d'ailleurs, j'ai aussi un papier sur ça, sur les indicateurs justement de shareholder protection. Je veux dire, il y en a, c'est vraiment tout du n'importe quoi, à vrai dire. Enfin, ça mesure parce que c'est censé mesurer, c'est des choses qui sont faites par des entreprises à but lucratif et qui veulent avoir un couvrage énorme de pays, mais qui finalement font des trucs très superficiels. Donc, je me défends en disant, c'est le problème des indicateurs, pas de nous. Non, mais je vais investiguer ça plus. Je pense c'est assez intéressant comme résultat dans un sens. Donc, mais il y a cette dimension, on utilise ce qu'on a, et puis parfois c'est assez limité, assez questionnable ce que ça mesure vraiment. Définition de l'industrialisation tardive, c'est un très bon point aussi qu'on a longuement discuté. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, on a aussi la Corée du Sud, qui n'est pas un pays en voie de développement du tout. Donc, on a fait un compromis, on a discuté. Donc, et ça, c'est autre chose que je me rends compte. En fait, je n'ai même pas mentionné ma co-auteure, Merve Sanchak, qui en fait est un peu la spécialiste sur ces pays. Elle a fait sa thèse à Cambridge sur la Turquie et le Mexique. Ouais, non, j'ai oublié, parce que, enfin, il y avait d'autres papiers là-bas. Enfin, donc elle, voilà, on a discuté et puis d'une part, on essaye de répliquer que d'autres qu'on fait. Donc Israël, on a discuté, Corée du Sud, on a discuté et ils sont inclus dans 8, enfin 8 c'est normal, mais même dans Feinschmidt et al. Donc on s'est dit, ben, pour être aussi proche que possible de ces travaux antérieurs, on les inclut aussi. Mais après, on a aussi utilisé une liste de Standard & Poor's qui définit les pays justement. Donc la définition, c'est la définition de Merve.
Mais la liste qu'on a utilisée pour construire l'échantillon, c'était une liste Standard & Poor's et puis ces pays y étaient. Donc, on les a gardés pour ces deux raisons. Mais je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est en soi un choix qui n'est pas anodin, quoi. Voilà. La situation de Banque mondiale. Ouais, je ne sais pas pourquoi on a écarté ça, mais ouais, c'était, je me souviens plus. Merve, elle a des opinions très claires à ce sujet. Mais malheureusement, puisqu'elle n'est pas là, je peux pas vous répondre. Ouais. Bon, après tout, on a 56 pays, donc je veux dire, c'est une grande partie, enfin, pour une grande partie, je pense, la définition n'est peut-être pas très problématique. Après, il y a des cas un peu. Donc, la remarque, en fait, c'est pas construit ces index de corruption, etc. C'est construit pour les pays, certains types de pays. Ouais. La question, c'est est-ce qu'on peut appliquer ce genre d'index, ce genre de variables à des pays qui ont toutes les caractéristiques d'un pays développé, comme Israël ou Chine, en fait, Chine aussi actuellement. Voilà, c'est pour ça que la question, c'est pourquoi sur la Belgique. Si on faisait ces mêmes variables sur la Belgique, est-ce que ça a du sens de faire un indicateur de corruption sur la Belgique? Non, mais c'est un excellent point. Et c'est un autre problème avec ce genre d'approche, c'est que, dans un sens, tu veux beaucoup de variations, mais justement, après, on est de retour à la question d'où on s'arrête, avec où est-ce que les concepts s'appliquent. Ouais. Je n'ai pas de défense. Bon, j'espère que tu ne seras pas un des reviewers. Ensuite, donc, niveau micro, ça m'intéresse beaucoup. Si tu as des suggestions en termes de... Parce qu'on a parlé aussi d'intégrer un peu ces aspects Global Value Chain, cette littérature-là, et les transferts au sein des grandes entreprises à travers... Le capitalisme ne s'arrête pas aux frontières des pays, justement. Mais on n'a pas trouvé de bons indicateurs pour ce qui est interne à l'organisation. Donc, si tu as des idées à ce niveau-là, je serais preneur. Ouais, c'est ça. Après, tu as des indicateurs de Global Value Chain sur la position sur la chaîne de valeur des pays eux-mêmes. C'est plus des indicateurs externes, en fait, macro-externes. Macro-externes, ouais. Ça, on a papier justement dans Cambridge par deux doctorants du CPM et des doctorants, Steve Knoss et Bruno Carbala. C'est un indicateur justement sur la chaîne de valeur. Quelque chose, ouais. Intérêt pour cette dimension qui va un peu plus loin que l'exportation-importation. Ouais. Qui permet de positionner les pays dans leur, où ils se situent dans la capture de la valeur. Ça, c'est une bonne chose. Mais sur recherche et développement, accord entre... je sais pas, donc déjà, on est limité en termes de ressources. Hein. Enfin, on a une doctorante qui va commencer en fait, à travailler sur ce genre de questions, là en octobre. Mais pour l'instant, on a vraiment utilisé ce qui est disponible au niveau agrégé. Donc, si après, il faut agréger depuis les entreprises, informations sur les entreprises, pour avoir un indicateur pour le pays, ça, justement, c'est quelque chose que notre doctorant pourrait faire. Ouais. Et aussi, même un peu composition industrielle dans chaque pays, le changement de composition industrielle est important. Parce que certains pays commencent bien, mais à la fin, ça a été personnellement. Donc, les dynamiques d'industrialisation, c'est parfait. Donc, voilà, ça revient au sujet, je crois que c'est l'état de développement. C'est l'état vraiment soutenu. Cet aspect peut-être possible de variables et de données. Donc, ça rejoint dans notre point sur l'état développementaliste, évidemment. Enfin,
une chose qui serait bien d'avoir, c'est aussi justement une politique industrielle, quelque chose comme ça, hein, qui capture ça. On a expressément voulu éviter, comme Feinschmidt et al., ils incluent une variable qui est juste, enfin, le type d'État, hein, qui est très basique sur welfare state, regulatory state, developmental state, ce genre de choses. Et selon moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Et il y a évidemment des débats énormes sur qu'est-ce que c'est le developmental state, est-ce que ça existe. Et donc, on a voulu un peu éviter ces questions-là, mais les capturer de manière précise en termes de politique industrielle. Et je pense que ouais, enfin, justement, en termes d'État, on a justement propriété étatique dans le domaine, dans le secteur bancaire. Ça, c'est un indicateur qui indirectement nous renseigne sur ça aussi. Enfin, Corée du Sud, les banques étaient l'instrument sans doute le plus important pour l'État pour développer l'économie. Donc ça, on pourrait rajouter dans un des modèles. Mais ça rejoint aussi ton point, Rudy, sur l'armement et tout ça. Ça, c'est un excellent point. Parce que, évidemment, certains pays comme la Turquie, l'Indonésie et ainsi de suite, enfin, c'est comme un aspect important. Ouais, on l'a pas fait. On a des données sur dépenses de l'État pour comment, la santé. Mais ça capture l'autre aspect, donc État social, État-providence, mais ça capture. Ouais, c'est un bon point. Il va falloir y réfléchir. Mais pour la logique hiérarchique, je pense, dans un sens, c'est quand même capturé justement avec le Economic Complexity Index, mais aussi les flux migratoires. Ça peut nous renseigner sur un receveur, donneur. Enfin, évidemment, c'est difficile d'inclure ça dans l'analyse, mais au niveau de l'explication de ce qu'on trouve, ça, on va clairement le faire. Enfin, on va clairement être attentif à cette dimension. Mais on ne veut pas mettre à plat en termes de suggérer que c'est un truc dimensionnel, mais c'est clair que c'est aussi, les flux ne sont pas forcément symétriques, c'est-à-dire recevoir beaucoup de FDI, ce n'est pas la même chose que donner beaucoup de FDI, par exemple. Donc, on est conscient du problème, mais évidemment, la méthode elle-même, elle a des limites en termes de ce qu'on peut inclure. Oui, la dette internationale, ça c'est un excellent point. Parce que je pense là, on pourrait trouver des données. Ça, c'est un excellent point. Ça, on n'a pas pensé en fait. Simplement. Régulation des indicateurs law and finance. Donc là, évidemment, on a essayé à nouveau de suivre un petit peu ce qui se fait dans Varieties of Capitalism et marché du travail et finance, donc gouvernance d'entreprise sont un peu les plus importants, mais c'est vrai qu'on veut aller au-delà, donc peut-être qu'il faudrait réfléchir un peu plus. Mais en fait, la Index of Protection, Index de protection des actionnaires minoritaires, ça vient du projet de Cambridge CBR, tout autant que la législation en matière de protection de l'emploi. Ça, c'est les données qu'on a récoltées au CBR. Donc, ça vient directement de cette critique de la littérature. Vous avez pu récolter les données. Ah oui, c'est vrai, il y a un indicateur longitudinal et un plus récent dans le temps, mais sur. Voilà. Donc ça. Oui, donc c'est pas les mêmes que ceux de la Law and Finance. Non, c'est la révision de ces. Donc, Law and Finance, oui. Enfin, Marvel voulait qu'on inclue aussi un truc Power Distance, je crois. Moi, ce qui est basé sur Hofstede et qui est utilisé dans Law and Finance beaucoup pour capturer une dimension un peu informelle comme ça, mais j'ai refusé jusqu'à ce que je veux pas. Je suis pas convaincu par ces indicateurs de culture. Et finalement, je sais pas si ça répond à tes questions, Tristan, mais la dernière question que j'ai notée, c'est la différence
enfin, est-ce que cette méthode vraiment nous permet d'éliminer certaines variables? Et je pense qu'effectivement, ça m'a justement inspiré ça. Là, au niveau de taxes, la moyenne, elle est très proche à travers la plupart de ces clusters. Je me demande, enfin, clairement, ce n'est pas le niveau d'imposition qui explique le cluster initial, parce que la variance doit être très limitée. Donc, on pourrait voir la progressivité de l'imposition. Progressivité de l'imposition. D'un point de vue mathématique, si on retire cette variable de l'analyse, ça ne changera pas les clusters, c'est ça? Ça ne devrait pas, non? Pas énormément. Enfin, seul cas qui est un peu différent, c'est le cluster 1. Pas énormément, mais je pense que ce n'est pas ça qui détermine les clusters seulement. Ouais. Mais oui, mais enfin, il y a encore plein de choses qu'on peut faire. Ça devient assez, assez impressionnant parce que justement, on a 27 variables, 26, puis on peut les combiner dans plein de sens différents. On essaie d'exclure déjà un peu basé sur les corrélations. Si on a deux indicateurs qui vraiment mesurent la même chose, comme rule of law et corruption perception, ben, on a exclu évidemment. Mais voilà, enfin, ouais, on a encore beaucoup de travail. Moi, j'ai encore des questions. Donc, n'hésitez pas sur le chat si vous avez encore des questions, parce que tout à l'heure, on s'est auto-censuré. Enfin, j'ai censuré Antoine en m'empêchant de poser une question sur l'institutional void. Moi-même, j'en avais encore une là-dessus. Et notamment, c'était pour savoir si cette littérature-là sur le vide institutionnel, quel but est là? Est-ce que c'est juste de montrer qu'il y a un vide ou est-ce que ça se fait dans une perspective fonctionnelle et de dire il y a un vide ici et donc c'est complété par autre chose? Auquel cas, bon, ils parlent de vide institutionnel, mais ils prennent en compte d'autres institutions. Parce que, typiquement, Canal Palais Plus, ce qu'ils font, c'est sur le business group, ils disent voilà, il y a une absence de marché financier externe, donc il y a un marché de capitaux interne qui est au sein des business groups, ce qui est stupide, parce qu'en fait, des business groups, on a dans tous les pays. Mais voilà, tu vois, ils essaient de trouver une autre type d'institution qui se comprennent dans une perspective fonctionnelle. Je ne sais pas si c'était ça, c'est pas vous, si c'était vraiment, il n'y a pas cette institution-là qui manque actuellement au développement d'un pays. Je réponds aussi. Ouais. Notre rapport en fait, dans notre étude, c'est comment et si notamment les caractères d'informalité, en fait, c'est l'apport que vous faites, en gros, considérer les paiements, etc., comme une institution à part entière, et du coup, et ce caractère peut-être non sensible, mais également de savoir si les pays anglo-saxons sur les pays à développement tardif, si vous aviez pris en compte et toutes les aides au développement reçues par ces pays, selon les pays comme développés. Ok, excellent. Donc, pour d'abord Tristan, la question de pourquoi. Je pense que c'était vraiment le premier papier, comme tu dis, c'est sur comment font les gens dans ces pays pour faire du business, alors que clairement, il y a des choses qui manquent. C'est un peu ça. Et puis, justement, expliquer pourquoi il y a des business groups en disant c'est une manière d'internaliser des marchés qui ne fonctionnent pas à cause d'absence d'institutions qui soutiennent les marchés. Donc ça, c'était un peu l'intention initiale, je pense. Il y avait aussi une intention descriptive, je crois, disant comment, parce que les approches institutionnelles en management international sont devenues quasiment dominantes pendant le début du XXIe siècle. Mais c'était tout basé sur transaction cost economics et tout ça. Et puis, il y a quand même eu une réflexion sur, mais ça ne s'applique pas très bien là-bas. Donc, comment on fait? Donc, institutional void, c'est une manière simple de capturer ce qui se passe là-bas. Et après, la question, c'était souvent, donc d'abord, comment ils font, les acteurs? Est-ce que ça explique différence en termes de comment, justement, la propriété est structurée, tout ça, business groups et tout ça. Mais ensuite, justement,
ils deviennent de plus en plus instrumentalistes, fonctionnalistes, dans le sens où le bouquin de 2010, qui est clairement un bouquin écrit pour que les gens l'achètent à l'aéroport, là, c'est vraiment, ah, il y a un void, c'est une opportunité pour faire du business. Donc, c'est genre, souvent, c'est la logique de, si on arrive à trouver les voids et on arrive à développer un business model intelligent qui arrive à tourner ça en profit, c'est un peu ça, c'est l'aspect, on va vous dire, dans notre MBA, comme vous faites beaucoup de fric. Donc, il y a des logiques différentes qui s'appliquent et puis c'est aussi, on voit cette évolution de à quel point le concept est au début quelque chose d'assez restreint et modeste à quelque chose qui explique tout et qui a, enfin, justement, c'est ce qu'on appelle conceptual stretching. Il y a un gars, Jeff Kistrak, je ne sais pas si vous connaissez, il est très connu en entrepreneurship, mais qui, par ailleurs, fait des trucs très bien. Lui, il utilise la notion Formal Institutional Voids, avec laquelle j'ai un peu moins de problèmes parce qu'au moins, elle est claire qu'il peut y avoir des manières informelles, des institutions informelles pour remplir, enfin, si c'est un gars, pour le combler, si vous voulez. Et puis, justement, ça rejoint ta question sur un pot de vin. Dans le papier Org Studies, enfin, c'est plus une... Justement, on n'a pas tellement de réponses, on a juste plein de critiques et genre je sais pas, une idée comme quoi il faut vraiment réfléchir et il faut aller voir de plus près ce qui se passe dans ces pays. Et puis, c'est là que, par exemple, justement, c'est aussi un peu ton point sur, tu sais, ces indicateurs sont créés pour certains pays pour mesurer certains types de phénomènes que nous jugeons mauvais pour l'économie et tout ça, mais clairement, je veux dire, ce qu'on appelle nous la corruption dans notre pays, c'est un gift-giving, c'est un truc parfaitement légitime. Et donc, c'est tout à fait possible que ce genre de pratique soit des institutions à part entière, si c'est généralisé, si c'est stabilisé dans un certain truc. Et le problème que j'ai, c'est que le passage de la description et de l'étude de cas à l'étude quantitative, je n'ai pas trouvé de moyen encore comment faire ce passage si on veut prendre en compte les institutions informelles, autre que utiliser des trucs qui sont eux-mêmes ethnocentriques. Justement, j'ai parlé à Tristan tout à l'heure d'un projet à UCL à Londres qui est organisé par une personne qui s'appelle Aliona Aliadianova, qui est une anthropologue russe et qui a fait écrit des livres sur le système Poutine et tout ça, l'économie des faveurs en Russie. Et elle a commencé un projet où il répertorie toutes les pratiques informelles qu'ils appellent Informal Institutions autour du monde. Il y a 2 volumes d'une encyclopédie, mais ça va très loin. Ça va la manière dont tu loues un appart dans un pays où il n'y a pas de droit de propriété, par exemple, à justement des trucs de mariage et tout ça. Donc, c'est hyper riche et chaque contexte a ses propres institutions informelles qui peuvent être importantes pour le genre de phénomène auquel on s'intéresse. Mais le passage de la description à l'utilisation dans les études quantitatives, moi, je ne vois pas comment faire. Et puis, aide au développement, c'est un excellent point. C'est aussi quelque chose qu'on devrait rajouter, je pense. On n'a pas fait, on n'a pas pensé. Mais c'est évident que c'est important. Donc, merci.